Merci. Juste un petit peu de patience. On entend la personne de Morgane qui vient en scooter. Donc voilà, et on croise les doigts pour qu'il arrive. Voilà, ça y est, il est arrivé. Bon, Frédéric. Félicitations d'abord. Merci, c'est gentil. J'adore ce petit... Non, non, moi ça va, ça va. Ok, on va... Bon, vous me le changez là, s'il vous plaît? Ça arrive. Sinon, on va le couper. Moi, je ne peux rien faire de plus vite, je suis désolé. On va le couper au pire. Sinon, je vous le coupe. Ouais, vous le coupez. Parce que, Bah ouais, d'accord, mais après, il faudra le remettre quand même. Vous me l'envoyez? Allô, allô? Oui, ça marche. Bien. En tout cas, est-ce que vous m'entendez bien au fond? Ça va, ça ne résonne pas trop? Cool. Moi, je suis absolument ravie d'animer cette conférence consacrée à la marque dans le secteur du textile. Comment développer l'expérience de marque pour vendre plus? Moi, j'ai envie de dire comment susciter toujours le désir pour que vos clients aient envie d'acheter encore, encore et encore. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir à cette table ronde Delphine David de la société Xerfi Precepta, qui est directrice d'études. Delphine. Anne-Laure Costanza, qui est la fondatrice et la présidente Envie de Fraise. Thierry Petit, fondateur et gérant de Showroom Privé. Frédéric Willem, directeur de la distribution multicanale de Morgane. Et enfin, Christian Pimon, qui est le président de la Fédération de l'habillement. Installez-vous. Peut-être mettre juste là-bas. Oui, si ça vous dérange pas. Ouais, bon, allez-y, allez-y, mettez-vous là, mettez-vous là. Non, non, allez-y, allez-y, asseyez-vous. Juste avant de commencer, je vais passer le micro à chacun des intervenants pour qu'ils se présentent, parce qu'ils ont des noms très connus, mais peut-être qu'on a besoin d'avoir une courte introduction. Anne-Laure, allez, on y va. Donc, bonjour à tous, je suis Anne-Laure Costanza. J'ai créé en 2006 une marque de mode Envie de Fraise qui s'adresse aux femmes enceintes, qui est une marque de mode digitale. Et plus récemment, Scarlett, qui s'adresse aux 40% de Françaises qui font plus de la taille 44 en France, et qui s'appelle Scarlett. Voilà. Bonjour à tous, je suis Thierry Petit, cofondateur de Showroom Privé, créé aussi en 2006. Donc on opère dans le secteur de la vente événementielle, principalement sur la femme, prêt-à-porter, accessoires de mode et chaussures. Showroom Privé est devenu une société référente sur le secteur puisqu'on va réaliser à peu près 350 millions d'euros cette année et on compte 13 millions de membres en Europe et 600 collaborateurs dans la société. Bonjour, Frédéric Willem, je suis en charge de la distribution pour Morgane, une société qu'on a redressée justement à l'aide de pas mal du digital, donc c'est un levier qui a été pas mal utilisé dans tout ce qui est image et notoriété, ce qui était un peu utile pour Morgane ces 4 dernières années. Et auparavant, je m'occupais de la stratégie digitale d'IBM et je dirigeais le marketing d'une société, ce qui permet d'avoir un petit mix et j'espère vous apportera des clés aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je suis Christian Pimon, je suis ici en tant que président de la FEH, qui est le syndicat professionnel qui regroupe les magasins de textiles, succursalistes, les grands magasins et les magasins de chaussures. Bonjour, je m'appelle Delphine David, je suis directrice d'études au sein du groupe Xerfi Precepta, qui est un institut d'études économiques. Et je suis spécialisée sur tous les secteurs de la consommation et de la distribution. Delphine, on va tout de suite enchaîner avec vous. Vous allez nous cadrer un petit peu ce débat en nous donnant quelques chiffres clés sur le segment du textile, du prêt-à-porter. C'est bon, oui, y aller. Alors, je vais commencer cette présentation par un indicateur clé qui est le pouvoir d'achat.
Donc il s'agit ici du pouvoir d'achat par unité de consommation, autrement dit par ménage. Donc pénalisé par une pression fiscale accrue, le pouvoir d'achat baisse et aucun redressement n'est prévu à court terme, que ce soit pour 2013 ou 2014. Donc comme vous pouvez le voir, on va assister à 3 années consécutives de baisse du pouvoir d'achat par ménage. Et c'est du jamais vu en fait depuis que l'indicateur a été créé par l'INSEE dans les années 60. Donc la dégradation du pouvoir d'achat implique évidemment pour les ménages des arbitrages de consommation de plus en plus serrés. Les marges de manœuvre se réduisent et on peut s'attendre à ce que tous les postes généralement impactés par les coupes budgétaires soient de plus en plus durement touchés dans les mois à venir. Or, on a 3 postes qui sont les principales victimes de la crise économique. Ce sont l'automobile, la restauration et bien sûr l'habillement. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, donc, en fait, la consommation d'habillement a déjà baissé en 2011 et 2012. Ah oui, non, c'était pas la dernière version, c'est pas grave. Les données trimestrielles de l'INSEE, en fait, montrent que la baisse qui a été amorcée au 3e trimestre 2011 ne s'est depuis pas interrompue. Et excusez-moi. Et on a notamment une baisse de 5% en fait, de la consommation d'articles d'habillement au premier trimestre 2013. Et si l'on prolonge la tendance en gardant à l'esprit que les évolutions du pouvoir d'achat impactent directement la consommation d'articles d'habillement, nos prévisions ne peuvent aboutir que sur de nouvelles baisses des achats pour 2013 et 2014, comme le montre ce graphique. Alors, petite contrepartie, les marchés fragilisés par la crise sont aussi ceux sur lesquels le poids des ventes en ligne est généralement plus élevé. Comme le montre en fait cette matrice qui est basée sur des données 2012. Donc en gros, plus le poste de consommation est impacté négativement par les arbitrages de consommation des ménages. Donc en fait ici sur l'axe vertical de la matrice, en général, plus le poids du e-commerce est élevé sur ce même marché. Et ça se vérifie ici notamment pour les vêtements. Si on se base sur les données 2012, le poids du e-commerce était déjà supérieur à 10% de la consommation totale de vêtements en 2012, alors qu'il représentait à peine 5% du chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce de détail. Et la tendance s'est confirmée en 2013, puisque ce matin même, l'IFM a publié les chiffres de l'e-commerce pour la période allant de juillet 2012 à juillet 2013, et la part des achats en ligne a atteint 12,9% de l'ensemble des dépenses d'habillement, ce qui représente une hausse de 2,5 points par rapport à l'année précédente. Les ventes en ligne, elles ont progressé de 15% sur la période concernée. On peut également aussi affirmer aujourd'hui, d'après des enquêtes consommateurs, que ce sont sur ces mêmes marchés les plus exposés aux arbitrages de consommation, que les comportements cross-canal, et notamment click and mortar, c'est-à-dire achat en ligne, retrait des marchandises en magasin, sont les plus fréquents. Donc le consommateur va chercher à optimiser son budget vêtements en passant d'un canal à l'autre afin d'obtenir le meilleur de chacun d'eux aux divers stades du processus d'achat. Pour conclure, donc, je dirais que le consommateur ne se contente plus d'arbitrer entre postes de consommation, mais aussi et de plus en plus fréquemment entre circuits de distribution et entre canaux de vente. Et l'expérience de marque qui fait l'objet de cette conférence a très certainement un rôle à jouer pour orienter ou réorienter les choix du consommateur. Voilà. Merci Delphine. Alors, Christian, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Delphine par rapport à ces chiffres? C'est sur les marques, la conférence. Rebondir sur les chiffres, oui. Si vous voulez, sur la consommation générale, bon, bah, je crois que... Ça a commencé il y a 5 minutes. Ça marche. Sur la consommation générale, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il est clair qu'on a un petit espoir. L'été a été un peu meilleur. Le Larsen aussi, d'ailleurs. L'été a été un peu meilleur et le début de la saison là paraît prometteur. Bon, ceci étant, les tendances, on les connaît, elles sont durables.
donc des consommations en chiffre d'affaires sur le textile, liées encore avec une baisse de prix des articles unitaires, donc une consommation unitaire en volume qui, bon an, mal an, se tient à peu près. Bon, à l'intérieur de ça, évidemment, un développement de tous les circuits les plus agressifs en termes de prix, puisque que ce soit dans le e-commerce, les sites de discount, ou que ce soit l'évolution... Non, c'est une catastrophe, voilà, c'est mieux. Que ce soit l'évolution de la part des soldes, des promotions dans les ventes en magasin qui continuent de progresser, il est clair que cette recherche du prix se développe de façon forte et favorise tous les circuits, dont en grande partie le e-commerce, qui sont des circuits où le prix prime. Merci. Est-ce que vous entendez bien au fond? Parce qu'ici, on a beaucoup d'affects. Ouais. S'il vous plaît, la régie, please. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Bon, ok, allez, on enchaîne. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comment vendre plus? Alors, avec Anne-Laure Constanza, vous devez vous rappeler certainement de cette publicité concernant, à l'époque, la première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy. Avec cette publicité, je disais alors, Carla, envie de fraises ou pas? C'était un slogan qui a fait sourire. Alors, c'est un peu à l'image de votre société? Un peu. Juste, je vais vous passer mon micro. Juste, quand même, votre spécificité, c'est que vous êtes le leader sur votre marché, qui est donc le marché des femmes enceintes, l'aliment des femmes enceintes, et vous êtes aussi, et c'est ça une spécificité, vous êtes fabricant et pure player. Alors comment on devient pionnier sur une niche comme celle-là? Alors, je crois la plupart des pionniers le sont devenus suite à une expérience professionnelle, une expérience personnelle. Il faut vraiment le vivre de l'intérieur et se construire une conviction, et ça a été mon cas puisque j'ai décidé de créer Envie de Fraise lorsque j'étais enceinte. Vous avez même posé? Non. Et donc, il y a un facteur dans le commerce, il y a un facteur commun dans le commerce que le web ne change pas. Et ce facteur, c'est qu'il n'y a que deux voies pour réussir. Et ces deux voies, c'est soit être moins cher ou être différent. Et que pour réussir sur Internet, avec une rentabilité correcte, il est fort souhaitable que les clients nous perçoivent différemment. Alors nous, chez Envie de Fraise, on a construit notre différence autour de deux axes. L'offre produit, d'une part, et l'émotion. Alors l'offre produit. J'ai eu la chance de mesurer très vite que ce n'était pas en revendant les produits des autres, d'autres marques, que j'allais pouvoir me différencier auprès de mes clientes. Par ailleurs, l'offre était quasi inexistante, donc il fallait bien la créer. Et puis, dans un univers de niche où la présence, finalement, il existait très peu de marques fortes, j'avais la conviction que c'était j'avais vraiment la conviction que c'était le produit qui était plus important que la marque. Donc j'ai décidé de créer une vraie marque de produit sur Internet, avec cette idée que c'est le produit qui doit faire le marketing et non les dépenses marketing qui doivent tirer les ventes. Parce qu'une fois que le produit parle pour la marque, c'est autant d'économies réalisées sur les dépenses marketing, etc. Donc voilà, donc je suis partie de cette idée en ayant vraiment la conviction que cette maîtrise du produit nous offrait plein d'avantages pour percer dans notre métier. La maîtrise des marges, la maîtrise des prix, la maîtrise des marges, la maîtrise du produit, donc pouvoir faire un meilleur produit, renouveler plus rapidement et surtout créer plus de valeur. En revanche, cette intégration verticale induit des contraintes très fortes, puisqu'il faut des compétences et des compétences qui se construisent sur le long terme. Nous, dans notre société, on a autant de modélistes que de webmarketeurs, si vous voulez. Donc des compétences qui se construisent sur le long terme, une supply chain extrêmement rapide et, troisième point important, l'offre produit, le produit doit être adapté à la vente en ligne dès la conception. Parce que le web offre plein de contraintes. Donc, on conçoit, nos produits différemment qu'une marque de prêt-à-porter traditionnelle, en tenant compte de ces contraintes.
Juste un point sur l'émotion. Vous avez dit comment vous créez de l'émotion sur Internet? Comment on arrive à donner du sentiment? Alors, c'est vrai qu'une marque digitale est un peu différente qu'une marque traditionnelle. Mais pour ça, pour construire une marque, il y a 2 outils. Investir de l'argent ou créer de l'émotion. Investir de l'argent, c'est ce sur quoi on est tous en concurrence tous les jours. L'effet de levier de l'émotion, le ROI de l'émotion est infiniment supérieur, mais c'est une mécanique qui est difficile à construire, qui n'est pas... c'est délicat, on ne construit pas de l'émotion comme ça. En revanche, quand on arrive à créer de l'émotion autour d'une marque, on envoie le signal aux clientes qu'on est différent et ça nous rend totalement incomparables. Alors nous, ce qu'on fait avec Envie de Fraise, ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on essaye de donner un environnement de marque de donner à nos clientes, de l'accompagner sur une période de vie extrêmement unique, exceptionnelle dans la vie d'une femme. Et pour ça, on essaie de faire fonctionner ensemble trois outils, entre guillemets. Une image forte autour de la marque, créer une proximité affective avec nos clientes. On n'a pas seulement, chez Envie de Fraise, on n'a pas seulement l'offre de vêtements de grossesse la plus large du monde, on offre aussi un capital sympathique puissant, un environnement de stars qui portent nos produits, une notoriété qui est systématiquement reprise dans les médias traditionnels, qui porte notre marque et qui rassure nos clientes. Ça, c'est le premier point, une image forte. Le deuxième point, c'est la mise en scène. Créer une émotion avant de conclure. Créer une atmosphère de marque, un reason why, pourquoi diable vais-je acheter ici? Et ça, c'est la moitié du taux de transformation, c'est la moitié de la construction de votre marque. Le troisième point important pour créer de l'émotion, c'est créer une vraie communauté. Et une vraie communauté au sens beaucoup plus important que finalement communauté au sens réseau social. Nous, on a une contrainte forte, puisqu'on s'adresse aux femmes enceintes, c'est qu'on a 3 mois et demi pour faire en sorte qu'elle achète une première fois, qu'elle achète une deuxième fois. Donc ça, c'est une contrainte, c'est un sport vraiment difficile. Donc de toute façon, il faut que dès la première commande, on soit rentable. En revanche, on a une capacité à lui proposer, à lui dire des choses incroyable, puisque c'est une période unique pour elle, la grossesse, la maternité. Donc on l'accompagne tout au long de sa grossesse et après, pour créer une proximité affective avec elle. Et on intervient, on est porte-parole pour elle, pour les femmes enceintes, à plusieurs reprises. On a réalisé un sondage national sur la grossesse et le travail. On crée prochainement la première assistance aux femmes enceintes avec un leader mondial de l'assurance. On a créé la première association de mompreneurs en France en 2009. Voilà, tout ça fait que finalement, on lui donne. Et il faut donner, je pense, beaucoup avant de recevoir, avant d'espérer recevoir. Voilà. Merci Anne-Laure. Thierry Petit, showroom privé. Alors, on l'a vu, tout ce qui est vente événementielle explose sur le net. Vous faites des réductions extraordinaires, jusqu'à 70% parfois. Est-ce que cela suffit ? Suffit, non, bien sûr, parce que je pense que le consommateur devient de plus en plus exigeant, plus habitué à... Je pense que nous, on ne se positionne plus du tout dans le segment des ventes privées. Enfin, je pense que le segment est bien plus large. Le consommateur, au fond, maintenant, j'ai l'intime conviction qu'il s'en fout de savoir s'il achète sur eBay, sur showroom privé ou sur Zalando. Ce qu'il perçoit, c'est l'offre qu'il a en face de lui, le service, et la qualité et le prix de ces services-là. Donc effectivement, nous, pour se construire, on s'est plutôt construit autour d'une offre de marque et d'une offre tarifaire, puisqu'a priori, on fait du e-commerce, mais faire du e-commerce, avant toute chose, faire du commerce. Et je pense que souvent, on peut avoir tendance à l'oublier, surtout quand on se balade dans un salon comme celui-là, où il y a plein de techno, il y a des réseaux sociaux, il y a des trucs dans tous les sens. Mais au fond, on peut perdre un peu le fil de l'histoire, et notre métier consiste quand même à faire du commerce. Faire du commerce, c'est proposer une belle offre renouvelée à ses consommateurs, avoir un positionnement prix en adéquation accessible, et puis refaire des services. Et par ailleurs, en tant que pure player, en tant que cette légèreté du pure player, on se doit d'être innovant. Donc nous, ça a été le parti pris. On est rentré par le prix. La condition minimum, c'était d'être capable d'offrir aux marques que l'on déstockait des volumes très forts en peu de temps. À partir du moment où on est arrivé à ce minimum, qui nous permettait pour nous d'offrir des marques
à forte notoriété connue aux consommateurs de façon très régulière. On a ensuite travaillé sur le service et l'innovation. Le service est passé surtout pour nous par réduire les temps de livraison, puisqu'on a lancé un service de livraison en 24 heures sur 40% de nos ventes, qui était assez disruptif sur le secteur. Et on a travaillé également beaucoup sur la mobilité pour s'adapter aux nouvelles tendances de consommation. Et on peut dire que ça paye, puisque maintenant 50% de notre trafic est mobile et quasiment 35% du chiffre d'affaires est fait sur mobile. Ça va faire cette année 150 millions d'euros de chiffre d'affaires généré sur mobile. Bravo. Donc ça a été une transition en tout cas qui nous semblait être pertinente. Et bien sûr, tout cela est emporté par encore plus de prix. Malheureusement, le consommateur est de plus en plus exigeant de services offerts. Et ça, c'est très compliqué pour nous, tous e-commerçants, quand on a Zalando qui a les poches percées et qui, en permanence, habitue le consommateur à aller sur de la livraison gratuite, des retours gratuits sur 100 jours, je ne sais quoi. C'est très dur pour nous de suivre parce que le e-commerce, c'est quand même un métier de millimètres. Les marges ont tendance plutôt à baisser plus qu'à augmenter. Et c'est un millier de coûts qu'il faut mettre en place. C'est une exigence du consommateur qui devient de plus en plus mature, qu'il faut être capable de suivre. Donc ça reste quand même un métier complexe. Suivre le consommateur dans cette démarche du toujours plus est effectivement extrêmement exigeante et laisse d'ailleurs plein de gens sur le carreau le long des années. Absolument. Lors de notre entretien, vous m'aviez expliqué que vous aviez un showroom physique qui vous sert aussi d'analyse de laboratoire quelque part au niveau des achats. Est-ce que c'est important finalement d'avoir un point physique sur lequel on peut se repérer et ne pas être juste un pure player? Alors, nous, on l'a fait à l'envers, c'est-à-dire que le magasin était présent avant le site. C'est vrai. Et du coup, on a essayé de le mettre dans notre stratégie. Alors, il nous sert beaucoup pour des marques, parce qu'il y a encore des marques qui ne veulent pas trop être vues en étant déstockées sur le net et qui peuvent avoir des quantités qui s'adaptent bien à un magasin, qui fait quand même 1000 mètres carrés dans le 8e, donc c'est quand même un gros magasin. Qui nous permet de faire des synergies et d'offrir des solutions de déstockage beaucoup plus confidentielles et intimes, dans un quartier qui reste quand même assez chic en termes de perception pour les marques. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que ça nous sert d'optimiser complètement nos ventes, c'est-à-dire que parfois, quand on achète un lot, on va avoir des trop petites séries, donc plutôt que de les envoyer en photo et de mettre des coûts de production, on va les envoyer dans notre magasin, ça va nous permettre d'augmenter un peu les marges. Troisième effet, ça nous permet de faire pas mal de synergie avec nos consommateurs. Donc quand on offre une livraison en 24 heures gratuitement à Paris, ça déclenche forcément une croissance et c'est une valeur ajoutée que notre concurrent n'a pas aussi. Donc ça nous permet d'offrir d'autres choses. Et par ailleurs, ça peut être un laboratoire par moment, dans le sens où on ressent des tendances, on écoute nos clients. Et on a une sensibilité au prix qui est encore plus stricte finalement sur le net. Donc on se dit que si le produit ne part pas en magasin, il ne partira pas sur le site. Donc ça nous permet d'étalonner. Maintenant, ça reste compliqué. On n'ira pas ouvrir plus de magasins parce que ça reste quand même très complexe, c'est très lourd à gérer. En plus, il faut générer du trafic. Ouais. Et générer du trafic en magasin, ça reste quand même maintenant extrêmement complexe par rapport à toute l'artillerie lourde que peut avoir un site. Voilà, mais c'est un très beau laboratoire et c'est un complément que l'on peut offrir à nos membres et à nos marques. D'accord. Une question, Christian, et à vous, Thierry. Est-ce qu'on arrive à un marché à maturité en matière de vente événementielle? Est-ce que ça arrive à maturité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des opportunités ou qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si on se replace 6 ans en arrière, il y avait à peu près 90 sites. Ouais. Et que pour nous, le parti pris, c'était de se dire, avant d'aller concurrencer vente privée, on veut devenir la seule alternative. Parce qu'à partir du moment où il y aura une alternative très claire, alors c'est là où on va vraiment grandir, parce que je pense que les marques ont besoin de lisibilité. Quand on a 90 sites, c'était très compliqué pour une marque de savoir qui était le deuxième, le troisième ou le quatrième, les volumes. Donc du coup, ce manque de lisibilité, nous a été... on a travaillé sur aller chercher du volume. Le besoin principal d'une marque, quand elle vient chez nous, c'est pas de faire de la com sur sa marque. Elle a des invendus qu'elle veut vendre très vite, au meilleur prix et si possible en s'enlevant le plus de problématiques de la tête. Donc notre métier doit être au service des marques. C'est pas les marques, c'est bien ça. On se met au service. C'est pas le contraire. Ce qui peut être parfois le cas chez notre concurrent. Donc nous, on se met au service des marques. On va chercher ce volume. On a été chercher ce volume pour devenir cette alternative parce que je pense que les marques ont besoin de choisir. Elles ont besoin de plusieurs acteurs. Les consommateurs aussi. Ils ont besoin de choisir en termes de prix. Par contre, effectivement, ce qui était compliqué, c'était de rendre le truc lisible. Je pense que maintenant, le secteur est très lisible. Il y a un leader qui continue de grandir.
qui continue de grandir à travers des verticaux différents, donc qui grandit moins dans son secteur prioritaire et historique qui est la mode, l'accessoire de mode, où là, nous, on a plutôt recentré sur ce pilier. Et après, l'offre est très éclatée puisqu'il y a quasiment plus d'acteurs qui font des volumes suffisants. Et une marque, encore une fois, une grande marque, quand Nike décide de venir chez nous, quand Puma décide de signer avec nous, c'est parce qu'il y a des volumes. Le reste, elle s'en fout. Elle a ses stylistes, elle a ses campagnes de com, elle a enfin, je veux dire, nous, on doit pas se tromper de métier. Et la clé étant le volume. Donc, je pense qu'à la fois, c'est plus simple qu'en 2006. Le marché est très clair, plus lisible. Maintenant, c'est quelque part un peu plus compliqué parce que pour le coup, on prend de la croissance à vente privée. Et ça, vente privée n'aime pas trop. Voilà. J'ai bien à compris. nous de continuer d'innover et de grandir. Christian, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Thierry, sur le déstockage, par exemple, de vêtements. Qu'en pense la Fédération de l'habillement? Écoutez, je crois que ce qui est intéressant de regarder, c'est que le e-commerce, c'est un nouveau circuit de distribution, comme nous en avons connu de tout temps depuis la création des grands magasins. Bon, et à chaque fois qu'une nouvelle forme, nouveau circuit de distribution s'impose dans le monde du commerce, il y arrive par le prix. Les grands magasins étaient moins chers que les boutiques, les magasins populaires étaient moins chers que les grands magasins, les hypermarchés étaient moins chers que les magasins populaires, les catégories killers étaient moins chers que les hypermarchés, etc. Et donc aujourd'hui, la clé du succès dans ce qu'on appelle la roue du commerce, la clé du succès pour réussir à implanter un nouveau moyen de vente, c'est effectivement le prix. Et c'est ce qui a parfaitement joué dès le début le circuit du e-commerce, aidé en cela évidemment par les marques qui ont trouvé, je dirais, un réseau de distribution valorisant, parce que c'était moderne, et efficace. Et donc c'est comme ça qu'au début, toutes les marques ont profité des gens qui se sont implantés dans ce domaine-là pour déstocker, créer des ventes événementielles. Aujourd'hui, comme il vient d'être dit, je ne dis pas que ça va disparaître, mais il faut passer à autre chose. Ça va s'essouffler, il faut passer à autre chose. Et donc il y a deux voies dans le e-commerce qui se dessinent aujourd'hui. Il y a les voies des sites très spécialisés comme on vient de nous expliquer. Et effectivement, quand on voit les conditions de succès pour un site très spécialisé, on retrouve exactement les conditions de succès d'un magasin. Il faut que ça soit attractif, il faut que ça soit original, il faut que ce soit lisible. C'est exactement la même chose. Il y a tellement de magasins que pour réussir dans un magasin, il faut être identifié, lisible, service, etc. Donc les données de base du commerce, on les retrouve nécessaires pour réussir dans un site spécialisé. Donc ça, c'est une voie difficile, qui réussit très bien, mais difficile. Il y a l'autre voie dont on pourrait parler aussi, qui est celle des marketplaces, et qui à ce moment-là joue un peu le rôle des centres commerciaux, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils mettent à la disposition d'un certain nombre de marques, de ceux qui veulent y aller, leur puissance, et on reviendra tout à l'heure sur la puissance du traitement de données, qui est une clé majeure dans l'évolution de ce type d'industrie, on en reparlera. C'est la troisième voie. Donc aujourd'hui, le e-commerce rentre en maturité, puisque en fait, il prend sa place naturellement selon des positionnements différents dans l'ensemble de la grande famille des commerçants. Thierry, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais juste rebondir parce que je pense que c'est effectivement vrai, mais c'est un regard très franco-français. Et je pense que le e-commerce maintenant est mondial, en tout cas européen. Et quand on le voit à l'échelle européenne, du sud au nord de l'Europe, ça n'a rien à voir. Et on voit bien, le sud au nord, comme la géographie, c'est la maturité de l'internaute. Dans le sud, Italie, Espagne, Portugal, effectivement, les gens rentrent par le prix parce que c'est le premier point d'entrée pour acheter. D'ailleurs, dans le top 10 de tous les marchands dans ces pays, c'est les sites de vente événementielle, de coupons, d'outlets. Alors qu'au nord, les brick and mortar, les marques retail sont déjà bien installées, proposent de l'expérience de marque justement, et pas que du prix. On est dans un stade encore plus avancé. Il y a de nombreux pure players qui produisent, donc on est ailleurs que le prix, on est vraiment dans une vraie expérience. Et finalement, la France, géographiquement, c'est comme la consommation, c'est au milieu du sud et du nord, c'est-à-dire que du coup, effectivement, le modèle prix a peut-être atteint une certaine limite, et on voit notamment l'arrivée de retailers qui deviennent de plus en plus forts. Quelqu'un comme Decathlon, qui existait très peu il y a quelques années, grandit à vitesse vraiment, je ne sais pas comment dire, mais extrêmement, extrêmement rapidement. Et propose aussi, c'est des marques qui sont capables, qui ont réfléchi bien en amont à des expériences de marque. Enfin, le fait d'avoir des magasins, de la distribution physique, cette expérience de marque, finalement, fait une petite différence à la fin. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, en France, on est entre les deux.
Et on est dans une espèce de phase de transition. Mais a priori, le prix ne restera pas le seul élément différenciateur. Non, je suis tout à fait d'accord. En fait, vous avez ajouté ce que j'aurais dû dire, évidemment, qui est le 4e créneau sur lequel joue le e-commerce, qui est le créneau des marques, des gens qui ont déjà des magasins et qui se déploient, et ça on a un spécialiste à côté qui va nous en parler, qui se déploient dans l'e-commerce. Vous avez tout à fait raison. Le prix est la clé d'entrée. Après, on est en train, dans le temps, d'arriver à maturité avec des sites spécialisés, avec des marketplaces et aussi avec les gens qui développent à partir d'une marque préexistante sur un rayon, sur un réseau de magasins, des sites sur lesquels les clients doivent retrouver la même expérience, ce qui est un vrai sujet par ailleurs. D'ailleurs, c'est un vrai challenge, je suppose, pour Morgane, qui a à la fois des réseaux physiques et des sites internet. Donc, Frédéric, expliquez-nous un peu comment ne pas cannibaliser vos ventes sur les réseaux physiques. Comment ça se passe chez vous? La question est large. Peut-être juste un commentaire, parce que je trouvais la question très intéressante sur l'histoire des ventes événementielles. Dans vente événementielle, il y a événement. Et c'est vrai que soit on voit les ventes événementielles comme du déstockage, ou alors on a le e-tail traditionnel. Mais il y a un levier dans les ventes événementielles qui est très intéressant, c'est un levier marketing, parce qu'il faut toujours revenir aux bases, c'est l'achat d'impulsion. Et l'achat d'impulsion peut être travaillé. Par exemple, je pense les sites qui font des one day, par exemple, on est en train de mettre en place ça sur notre site. Un one day, c'est pas du déstockage. En revanche, c'est, vous savez, comme en retail, quand vous arrivez en caisse, vous avez toujours des choses en caisse. Et puis finalement, c'est des choses que vous n'auriez jamais pensé à mettre dans vos listes de courses, mais qui se retrouvent dans votre caddie à la fin. C'est un levier qui est très intéressant dans la vente et qui est peu utilisé aujourd'hui sur le net. Donc effectivement, il y a encore énormément de choses à faire. Je pense que le marché n'est absolument pas saturé. On a parlé d'opportunités à l'international. D'ailleurs, si vous connaissez un déstockeur aux US, ça m'intéresse. Donc il y a énormément de choses à faire au niveau mondial, mais aussi il y a plein de leviers marketing qui sont montrés par des success stories comme on voit autour de la table et qui peuvent être vraiment creusés, mais sur d'autres aspects. Donc allez-y, il y a encore plein de choses à faire, c'est encore un Eldorado. Voilà, donc c'est pas saturé. Voilà, pour revenir à Morgane, oui. Morgane est une marque effectivement multicanal. On est présent à la fois sur le site de Morgane de Toit et puis sur une dizaine de marketplaces. Au niveau mondial, on fait plus de 10% de notre chiffre d'affaires sur Internet. On se développe à l'international grâce au digital, mais aussi grâce, on va dire, au retail. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un développement uniquement ciblé sur l'Internet ou le mortar. Je rencontre les Nordstrom qui viennent nous voir, donc c'est un grand department store aux US qui s'apparente à Bloomingdale, un peu plus haut de gamme que Macy's, pour ceux qui connaissent. Et ils concurrencent Amazon aux US sur l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a une vraie bagarre. Donc on va venir, donc il y a Amazon qui vient aussi. Mais il y a une vraie bagarre entre Amazon et Nordstrom. Or, Nordstrom, c'est le printemps. Donc je pense que sur certains marchés, il y a une maturité du click and mortar qui fait qu'on ne peut plus parler uniquement d'Internet, mais vraiment, c'est le commerce. Je pense que vous êtes souvent dans des conférences, on vous en parle tout le temps, de dire voilà, les silos, là. Bon, c'est une réalité. Là, maintenant, il faut, je veux dire, vous êtes dans un salon e-commerce, là, c'est un salon commerce. Voilà, donc on n'a plus les silos n'existent plus. Ce qui a vraiment cassé les frontières, parce qu'il y avait d'abord un blabla qui était le frein. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à mettre en place les sites Internet, l'Internet n'arrivait pas à avancer justement à cause de ces silos. C'était un peu une bagarre de tranchées. On en a parlé, etc. Et puis le cross-canal a tout fait exploser. Et aujourd'hui, le cross-canal, c'est une réalité. Ça marche. Aujourd'hui, 40% de nos colis qui sont envoyés pour l'Internet atterrissent dans nos magasins. Donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de mon achat, il est gratuit, et qu'il y a un vrai intérêt pour la consommatrice d'aller en magasin récupérer son colis Internet. Donc on ne peut plus s'amuser à rompre à scinder les canaux, parce qu'il y a une véritable réalité. Et la clé pour justement ne pas rentrer dans une approche trop segmentante, c'est de penser toujours, et c'est ce que tu as bien dit, c'est toujours penser à la cliente, à la consommatrice. C'est elle qui gère, c'est elle qui vit, c'est elle qui consomme. Et le matin, elle part au travail, elle regarde, elle passe devant vos vitrines, elle ne va pas forcément rentrer. En revanche, votre vitrine a un impact. Donc il ne faut pas toujours regarder vos vitrines comme un endroit qui va faire rentrer. C'est un endroit qui peut aussi impacter pour un achat plus tard. Il faut regarder le cycle d'achat. Et dans ce cycle d'achat, regarder brique à brique et voir comment aujourd'hui la consommatrice se comporte.
et la suivre, l'accompagner et mettre votre marque tout autour de ce cycle de consommation. Elle va passer devant vos vitrines, elle va au travail. Vous savez, les connexions sur Internet pour acheter chez Morgan, il y en a beaucoup pendant les heures de travail. Donc il faut prendre en considération. Oui, vous les femmes, ici, quand vous êtes au travail, vous achetez sur le site de morgandetoi.com. Si votre employeur savait ça, eh bien, tant mieux qu'il ne le sache pas, mais en tout cas, nous, on s'en occupe. C'est-à-dire qu'on regarde pour essayer de vous donner l'accès au magasin pour qu'à midi, pendant votre pause déj, eh ben, vous alliez récupérer vos produits chez Morgan et les essayer, parce que c'est quand même un peu pénible de devoir retourner vos produits, même si c'est gratuit, dans une poste ou autre, même un point relais. Et tout ça, on doit le prendre en considération et tout simplement vous accompagner dans quelque chose qui est très important dans la consommation, c'est le plaisir. Voilà, une marque est là pour vous donner du plaisir de consommer la marque. Ce que je dis toujours en développement, parce que c'est vrai qu'on nous concentre principalement aujourd'hui sur le développement de la marque Morgan à l'international, c'est que mix and match is not a nightmare. Aujourd'hui, quand vous devez vous habiller le matin, c'est pas une prise de tête, c'est un vrai plaisir. À nous de vous aider à voir ça comme un plaisir. Et le shopping, c'est pareil. Le shopping, quand vous demandez à une copine d'aller faire du shopping pour aller chez Morgan, c'est pas aller faire du shopping, vous achetez une côtelette. C'est le shopping du prêt-à-porter, c'est aussi un moment de plaisir. Donc il faut faire rentrer toute la stratégie de distribution dans ce cadre. Et principalement, ça va nourrir quelque chose, qui est nourrir votre marque. Donc la nourriture de marque, qui est la clé du succès de votre entreprise, se fait par plein de petits réservoirs. Et le réservoir du cycle de consommation est un réservoir qui est très intéressant, parce que non seulement, comme tu le disais, c'est très efficient, c'est-à-dire on ne met pas d'argent et finalement on peut gagner beaucoup. Faire de la com grâce aux produits, c'est la meilleure façon de faire de la com la plus efficiente possible. Donc c'est non seulement un réservoir qui est très intéressant et qui est très efficient, mais c'est peut-être un des plus importants. Voilà. Juste Frédéric, vous pouvez expliquer la dernière initiative chez Morgan en matière de Web to Store? Non. Si, alors oui, en Web non. to Store, en Web to Store, donc en génération de le redéfinir peut-être. Alors déjà. en Web to Store, comme on disait, il n'y a plus que le commerce. Il n'y a pas de e-commerce, retail et e-commerce online. Il n'y a qu'un commerce. Donc quand on voit ça, on voit des choses qui sont logiques de dupliquer. C'est-à-dire que faire un retour gratuit en magasin, il y a certaines sociétés de prêt-à-porter qui ne le font toujours pas. Or, si c'est disponible sur Internet et que les consommatrices aiment retourner gratuitement, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en magasin? Donc il y a des choses qu'il faut savoir dupliquer. Recevoir un colis e-commerce. Quand on voit l'état de certains colis e-commerce, quand vous allez acheter une robe et qu'on vous donne un super sac qui nous coûte 3-4 euros avec un grand sourire et qu'on l'emballe avec un petit autocollant, comment ça se fait quand vous recevez un colis e-commerce, ça soit dans un carton marron, dégoûtant, sur lequel vous salissez les mains et quand vous ouvrez, vous avez un bullpack et un polybag que vous devez arracher pour voir un produit froissé. Ben, c'est pas possible. Il y a un moment, l'expérience de consommation doit être la même. Donc on regarde un peu tout ce qu'on peut dupliquer, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dupliquer. L'essayage, par exemple, vous êtes obligé de faire du drive to store parce que l'essayage, vous ne pouvez pas pouvoir le faire chez vous. Donc on a des initiatives drive to store. Et dans ces initiatives-là, il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est effectivement ce qu'on appelle le click and collect. Donc click and collect, c'est effectivement ce qu'on est arrivé à faire, les 40% de collecte de produits commandés sur Internet. Et la deuxième initiative qui est importante, c'est effectivement cette rapprocher le cycle d'achat de l'Internet avec ce qui va se passer en magasin. Et la meilleure façon de le rapprocher, c'est tout simplement de considérer que le site Internet, c'est un site de marque globale et d'afficher les stocks de vos magasins. Donc vous allez depuis janvier sur le site de Morgan et par géolocalisation ou par sélection de magasins, vous avez le stock du produit que vous voyez dans le magasin préféré ou dans votre magasin qui est en bas de chez vous. Donc au lieu de dire « Ah là là, nous on est Internet, il va falloir cliquer, mettre au panier, etc. » on vous dit « Il est juste dispo en bas là. Vous avez juste à descendre, la petite robe en 36, vous allez juste en bas, vous essayez, vous partez avec. Peut-être que vous voulez pour ce soir. Pourquoi est-ce que je dois me focaliser sur un canal de consommation purement Internet? Mais faites ce que vous voulez. Et donc on a proposé le choix. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une personne sur 2 qui va préférer le choix d'aller en magasin que d'aller mettre au panier. Les statistiques sur la fiche produit par rapport aux achats et des informations de stock retail, par rapport aux informations de passage de ce produit-là, vous cliquez, vous mettez au panier, on peut arriver à des semaines à avoir du 50-50. C'est dingue. C'est dingue. Donc on a mis ça en place. Ensuite, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on voit le produit qui est disponible, qu'est-ce qu'on fait? Soit on court et on se téléporte parce qu'on se dit qu'on va l'avoir, mais bon, il y a toujours un risque dans le prêt-à-porter, dans le fast fashion. Alors on n'a pas ça dans le luxe, mais dans le fast fashion, vous avez la problématique d'avoir le produit qui n'est plus disponible. Donc si vous arrivez, vous risquez d'être déceptif. Donc ensuite, il faut travailler sur ce côté déceptif, donc le no-show et le côté déceptif.
Et la réservation, on l'a effectuée d'une certaine façon. Alors d'autres l'effectuent d'une autre, en mettant des formulaires où vous remplissez des choses avec de l'intelligence artificielle pour gérer le no-show, etc. Bon, c'est très bien. Nous, on a voulu faire quelque chose de finalement très humain. On a mis le numéro de téléphone de la boutique. Alors, ça paraît peut-être un peu bateau, salé. L'objectif, c'était tout simplement entre Internet et le magasin, il y a un truc tout bête entre les deux, c'est le téléphone. Et pour moi, le téléphone, j'ai considéré que c'était un engagement assez intéressant. Parce que ça permettait à la personne d'appeler, donc elle s'engageait un petit peu, ça veut dire que finalement, elle risquait quand même un peu plus de venir. Ça coûte très cher les personnes qui ne viennent pas. Et d'un autre côté, au niveau du magasin, ça lui permettait d'avoir une zone de confort et elle de gérer elle-même, avec son client, sa demande. Parce que si c'est une VIP qui achète beaucoup de produits, c'est pas grave si on le stocke pendant même 2 jours. Mais si c'est une personne où on sait très bien qu'elle ne va pas venir, et puis vous le sentez, redonner de la puissance à votre réseau magasin, à votre vendeuse, et les intégrer dans la digitalisation du point de vente. Voilà. Ok. J'avais noté juste une initiative. Alors dites-moi si elle est en cours, si ça marche. C'est permettre à vos clients d'interagir avec les réseaux sociaux. C'est en cours ou c'est quelque chose qui... J'avais lu ça quelque part chez vous et c'est pas une expérience qui a donné cours? Non, au niveau social, c'est vraiment... D'accord. D'accord. Même, je crois beaucoup aux réseaux sociaux, je dis pas ça, mais c'est en tout cas au niveau de... C'est une vraie... d'inclure les réseaux sociaux dans le cycle de consommation. On pourrait y parler pendant des heures et des heures. Il y a plein de choses très intéressantes à faire. Mais il y a aussi plein de choses à pas faire. Voilà. Et pour une prochaine conférence, en tout cas, ça serait très intéressant. Donc vous restez très prudent donc, sur ce type d'initiative. On est d'accord? Oui. D'accord, ok. En conclusion, mesdames, messieurs, faire une belle expérience d'achat sur le net, ça passe par quoi? Anne-Laure, en un mot? Alors non, moi j'aurais envie de conclure sur le fait qu'en fait il y a encore plein d'opportunités. Parce qu'une fois qu'on a dit que le secteur a été en berne, que le e-commerce arrivait à sécurité, etc., ça ne fait pas la France de demain, ça ne crée pas les emplois de demain. Et surtout, ça ne crée pas les futurs Azos, les futurs Net-à-Porter, ça ne crée pas les futurs Nastigal ou Farfetch. La France est dotée d'atouts extraordinaires. On a les meilleures écoles et on a des savoir-faire vraiment très, très ciblés. Donc je pense que il faut arriver à libérer les énergies, il faut arriver à évangéliser pour qu'on arrive à créer nous aussi de belles aventures entrepreneuriales. Et donc il faut valoriser ce qui se fait aujourd'hui, dont on parle, je ne trouve pas assez encore, des initiatives comme Mon Défilé, Carnet de mode ou encore Cézanne, qui est une très belle marque digitale. Voilà, il faut promouvoir ce genre d'initiative parce que Internet, e-commerce, ce n'est pas un secteur à part, c'est une réalité à part entière. Et il y a encore vraiment de belles opportunités. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Anne-Laure. J'ai aussi envie de dire que c'est marrant parce que vous m'aviez posé la question quand on a parlé de cette conf, c'est est-ce que du coup, quid du commerce physique vs commerce digital, est-ce que du coup le e-commerce n'est pas en train de tuer le commerce classique? C'est une espèce de question qui revient régulièrement. Et je vous avais répondu, moi je pense que c'est la suite logique, donc on ne va pas se dire est-ce que ça tue ou pas, enfin, il faut plus s'adapter. Ce que je constate plus à travers les marques que l'on distribue, c'est qu'au fond, il y a très peu de marques qui ont su quand même, à date, je parle dans le retail, adopter des vraies stratégies cross-canal. Morgan est un bon exemple, le groupe d'ailleurs, le groupe également. Enfin, je pense que ces logiques-là sont à la base fortement portées par les DG et les PDG de ces boîtes parce qu'il y a des choses très compliquées et très simples. C'est qu'à partir du moment où les gens ne sont incapables de changer le système de stock, tout l'IT, c'est des choses qui sont très impliquantes, très complexes. C'est des vrais freins. Les marques n'avanceront pas. Alors le site internet d'une marque va devenir vite, et devient vite le premier magasin, fait 10-12%, c'est le truc classique. Et après encore, il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'enseignes. Le cross-canal est un fantasme, ça n'existe pas, ou très peu. Mais il y a beaucoup d'enseignes qui aussi se disent, plutôt que de se dire comment s'adapter à ce nouveau média et ce nouveau support et comment jouer sur l'interconnexion de mes magasins, de mon site et le renvoi et tout ça, et de le penser dans une vraie stratégie 360,
sont encore dans un mode de silo où on oppose encore le e-commerce à ce commerce traditionnel. Je pense que les marques qui vont rester dans cet esprit-là sont vouées à terme, à mon sens, à disparaître. On n'a pas le choix, il faut s'adapter. Je pense qu'il n'y a plus de commerce en ligne ou pas en ligne, il faut s'adapter. Donc du coup, à mon sens, et pour avoir discuté récemment avec un patron d'un grand groupe textile, il me disait c'est très bien ce qui se passe sur le net parce que ça nous fait réagir. Enfin, il se passe quelque chose qui nous donne envie d'arrêter de réagir. Pendant très longtemps, on construisait des magasins, on savait que tel mètre carré ça coûtait ça, on faisait tant de chiffre d'affaires par mètre carré. C'était un business, ok, on pouvait se tromper une fois sur la production, mais au final, c'était un truc assez assis, assez établi, on ne s'est pas remis assez en cause, et on fonctionnait avec nos 500, 600, 700 magasins, et ça fonctionnait tout seul. C'est plus le cas, il faut qu'on s'adapte, et c'est grâce à vous, les pure players, qui vous nous poussez justement à réinventer notre commerce. C'est beau. Et j'ai reconnu la personne à qui tu as parlé. Oui, alors moi j'ai vu un match dimanche soir qui m'a fait beaucoup plaisir. Et je pense que dans ce salon, comme au One-to-One, etc., on a, je pense, l'équipe de France du digital. Et moi, j'y crois. Et je trouve que les succès par rapport à la qualité de l'équipe ne sont pas là. Et je vous invite à rejoindre les entreprises ou à monter vos business. Je pense que le message tout à l'heure était passé. Il y a des opportunités, donc allez-y. Et si je suis là et si on est là autour de cette table, c'est pour essayer d'essayer de donner des informations. Vous prenez ce que vous avez à prendre et vous laissez le reste. Mais en fait, je crois en vous. Allez-y, foncez. Montez des choses parce qu'il y a énormément de talents. Et voilà, malheureusement, il y a beaucoup de freins. Et ben voilà, passez ces barrières, montez des choses, entreprenez soit seul, mais ce n'est pas la seule solution, ce n'est pas l'unique solution. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, et rentrez dans ces entreprises-là, faites-les évoluer, parce que pour moi, il y a un binôme gagnant, c'est effectivement le digital, une opportunité fantastique, et vous. Et si on arrive à mettre les deux ensemble, on fera des choses fantastiques. Voilà, donc bon courage, bonne chance, voilà, et à bientôt. C'est bien. Bon, bah, c'est formidable. Il est clair qu'il y a de l'énergie, il y a un nouveau créneau, ça va marcher, tout le monde va s'y mettre, les freins sont identifiés, ça prendra plus ou moins de temps. Il y en a qui vont laisser leur enseigne sur le chemin, puis comme toujours, il y en a qui réussiront et qui vont comprendre en quoi, par rapport à un magasin, le e-commerce peut être complémentaire et changer l'organisation complète de l'entreprise. Je profite de la tribune pour rebondir sur l'énergie. C'est vrai que nous sommes dans un pays où on ne favorise pas l'énergie. Et je dois pousser un coup de gueule. Je veux dire que quand, au niveau des magasins, on interdit les magasins sur les Champs-Élysées d'ouvrir jusqu'à minuit, c'est un scandale. Quand on interdit aux magasins du boulevard Haussmann d'ouvrir le dimanche, c'est un scandale. Je veux dire, ce pays, que ce soit dans le digital, que ce soit dans le vrai commerce, doit baisser les freins pour qu'on crée de l'emploi et on crée de la dynamique. Ceci étant, je reviens sur un autre sujet, plus précisément, qui est celui donc, lié au e-commerce. Alors, pour moi, la vraie révolution de l'e-commerce, ce n'est pas le mode de distribution, que ça parte d'un entrepôt, que ça soit... Tout ça est bien intégré, ça demandera du temps pour être intégré partout, mais tout ça est bien compris et bien intégré. La vraie problématique pour tout le monde, je dirais, dans le e-commerce, c'est demain la gestion du client. Parce que jusqu'à maintenant, au niveau des magasins, on parlait d'un client moyen. Aujourd'hui, le e-commerce, les moyens technologiques à notre disposition permettent d'identifier client par client et de s'adresser spécifiquement à chacun des clients. Et on sait bien que compte tenu des difficultés économiques des clients, compte tenu de l'exigence de baisser nos frais de communication, on va être obligé d'être de plus en plus pertinent et donc de plus en plus ciblé. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, qui demain sera le plus à même d'être très pertinent dans le ciblage et dans la communication du client un par un? Est-ce que ce seront les marketplaces? Est-ce que ce seront le e-commerce? Est-ce que ce sera les magasins, les entreprises de magasins? Ou est-ce que ce sera PayPal? Est-ce que ce sera Amazon? Ou est-ce que ce sera Facebook? On a là en face de nous de nouveaux entrants qui ont l'envie, la prétention et les moyens
de travailler et d'être nettement meilleurs que nous qui sommes encore dans le click and mortar, encore dans la livraison, encore dans le stockage, mais pas encore assez pertinent sur le ciblage de chacun de nos clients pour apporter à chacun de nos clients ce qu'il attend. Et la vraie problématique globale pour le commerce pour les années qui viennent, c'est de savoir est-ce que ce sera PayPal qui sera plus à même de nous vendre à nous le moyen de communiquer à nos clients, ou est-ce que ce sera les marketplaces, et ce sera dans ce cas-là, ou est-ce que ce sera les entreprises. Donc là, il y a un vrai danger pour les entreprises de distribution demain de perdre la main sur en fait ce qui est notre fonds de commerce, c'est-à-dire la connaissance et le discours, le ciblage de nos clients. Et ceci aura comme incidence demain que la valorisation des entreprises de distribution click and mortar globalement, elle se jugera non pas simplement par la qualité des fonds de commerce physiques, non pas simplement par la qualité de sa technologie pour livrer les clients, mais aussi, et je pense de plus en plus, par sa capacité à parfaitement connaître chacun de ses clients et être capable de lui adresser un message spécifique, efficace et pertinent. Bon, dis donc. Alors, on va laisser peut-être la parole aux éditeurs, là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tout est clair? Oui, là-bas au fond? Ça serait gentil si vous pouvez vous lever et vous présenter. Oui, bonjour, Caroline Kagenek. J'ai entendu parler d'Azos et de Net-à-Porter tout à l'heure. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du contenu de marque? Vous avez parlé de cross-canal, vous avez parlé de service aux clients. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place du contenu de marque dans le service aux clients? Comment vous le situez? Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est important ou non? Alors, moi, je veux juste préciser que le contenu de marque, a priori, comme cela se dit, s'adapte plus à une marque. Effectivement, quand on voit l'expérience d'Asos, Net-à-Porter, c'est différent. Mais Asos, quand il se présente, d'ailleurs dans ses documents boursiers, il ne se présente pas comme un distributeur de marque. Il se présente comme une marque. Son univers de concurrence, ce n'est pas des sites qui vendent des marques, c'est Inditex avec Zara et compagnie ou c'est H&M. Donc on voit bien déjà l'approche. À partir du moment où une marque comme Asos se positionne au même niveau qu'un H&M et Zara, mais n'existe pas de façon physique, il va lui falloir justement créer cet environnement, ce contenu de marque, cette expérience de marque qui fait que du coup ça donne corps à la marque. Donc ça c'est mon point de vue. Après je pense qu'en tant que distributeur, on est moins concerné parce qu'au fond un showroom privé ou un Carrefour, bon, je ne sais pas si finalement si on raconte des choses sur la mode, si on a une vraie crédibilité, une pertinence. Par ailleurs, moi je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Je pense qu'à terme, aujourd'hui, le mot magasin n'a jamais eu aussi peu de sens. Le magasin est, comme son nom l'indique, on emmagasine, on stocke, en anglais to store, on stocke des choses et je pense qu'on n'est plus du tout dans un... Le mot est dépassé. Je pense qu'il faudrait même l'enlever et le remplacer par quelque chose de plus en lien. Et pour moi, Asos, c'est l'exemple du nouveau magasin, ce hub, ce je ne sais quoi, ce mot qui est en tout cas à réinventer pour dynamiser aussi un peu nos magasins. Voilà. Pour compléter justement par rapport au côté magasin, c'est que en termes de retail surtout, les retailers avaient l'habitude d'additionner les magasins pour en faire une marque. C'est-à-dire vous aviez voilà, une marque, c'est ce magasin, plus ce magasin, plus ce magasin, plus ce magasin, plus ce magasin. Et puis à un moment, il y a Internet qui est arrivé, ils ont fait bon. Et puis après, ils ont pris une décision, fait allez, plus ce magasin. Puis d'ailleurs, on va essayer de faire communiquer ensuite tous ces magasins. Non, c'est pas ça. La marque, c'est tout autour. Et à l'intérieur de la marque, il y a des choses, dont les points de vente. Et c'est vrai que c'est tout simplement la notion de... Moi, je viens du secteur du consumer electronics, donc la mode, je l'ai découverte il n'y a pas très très longtemps, et j'ai complètement halluciné sur le gap marketing qu'il y avait entre ce qui est fait dans le food ou ce qui est fait dans le consumer electronics et ce que j'ai vu dans la mode. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs sur le marché, c'est pour ça que moi le marché me fait absolument pas peur de la mode, parce qu'avec tous les leviers qui ne sont pas activés au niveau marketing, on a vraiment plein de choses encore à faire sur lesquelles on peut s'éclater. Et les bons exemples, c'est juste des boîtes qui aujourd'hui font ce que fait Apple, font ce qu'on fait Samsung, mais sauf qu'ils l'appliquent aujourd'hui tout simplement, c'est qu'ils parlent de marque. Et parler de marque, c'est pas mettre une vidéo sur Internet. Parler de marque,
c'est diriger une société par la marque. Pas de questions? Ok. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi à une conférence avec Google. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette conférence et je vous dis peut-être cet après-midi. Merci. Au revoir.